Bien, merci. Alors, je me suis rendu compte qu'on avait oublié, bien sûr, le point d'interrogation, parce qu'on n'en sait rien, en fait. Effectivement, un très très grand nombre d'acteurs et de co-auteurs sur cette présentation, qui est en fait, la raison s'en explique assez facilement, c'est un peu une synthèse de ce qu'on a fait au cours des 4-5 dernières années dans ce domaine-là, notamment autour de deux grands projets. Un projet autour de l'investissement Equipex Climcore, donc qui a été coordonné par l'INSU, et puis un projet au sein du réseau LTER France, donc le réseau des zones ateliers, qui est quelque chose plutôt inné, ce qui m'a amené à ce petit clin d'œil, l'INSU et l'INE ensemble, ça c'est pour parler un petit peu boutique, pour soutenir bien sûr le navire amiral de la recherche française, qui est le CNRS. Alors, pour parler de notre question des bases de données, alors je sais que ceux parmi nous qui étaient déjà là au début des années 2000 ont entendu beaucoup parler de ces questions de bases de données, notamment en paléosciences. On en entend parler régulièrement et pour être tout à fait honnête, pas plus en France qu'ailleurs, pour le moment, ça ne débouche sur quelque chose de vraiment, on va dire, utilisé et utilisable. Bien sûr, ça a été répété au tout début, donc je ne vais pas m'étaler dessus. On est dans un contexte réglementaire, effectivement, qui nous pousse vers ça. Pour le moment, ça résiste au niveau de la communauté, mais un jour, il va bien falloir y passer. Je rappelle simplement, pardon, hop, comment ça marche ? Alors le pointeur, il est en haut, il ne faut pas se tromper, voilà. Donc des engagements internationaux, c'est les chefs d'État qui signent ce genre de truc et qui disent oui, vous inquiétez pas, tous nos mecs au CNRS, ils vont vous faire ça nickel. Bien sûr, la loi pour une république numérique, qui va également dans ce sens-là, les normes européennes, on a parlé d'Inspire, les protocoles internationaux, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Nagoya, à partir du moment où vous transportez des gènes d'un pays à un autre, eh bien, vous êtes soumis au protocole de Nagoya, c'est-à-dire que vous devez assurer la traçabilité des échantillons, des sous-échantillons, de tout ce qui est fait dessus, et il est bien évident que absolument personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Mais si on parle science, parce que bon, ça fait longtemps qu'on essaye de nous faire peur avec tout ça, là, et visiblement, c'est pas trop le ressort qui marche. Mais si on parle science, on peut faire quand même de la science vachement sympa à partir du moment où on est capable de faire des méta-analyses, de dépasser l'étude de cas. On a bien vu tout le début hier matin sur ces questions de glaciation, etc. Si tout ça était dans des bases de données qu'on pouvait mobiliser facilement, quand même, on avancerait sans doute plus vite. Et puis là, je vous ai simplement mis un exemple d'un ancien étudiant à moi qui est parti faire un postdoc au Canada et qui a publié donc, dans PNAS, c'est quand même un petit canard sympa, c'est une méta-analyse. Alors, le fond, c'est pas très important, mais il a travaillé sur 148 enregistrements lacustres. Bien évidemment, il n'a pas carotté 148 lacs, il est allé chercher des carottes déjà existantes ou des données déjà existantes. Et puis là, actuellement, il est en postdoc et il fait une synthèse mondiale où il travaille sur plus de 500 enregistrements. Alors évidemment, on peut faire ça uniquement si on a des bases de données bien organisées. Je vais vraiment pas y arriver avec ce truc. Voilà. Et ces données, bien sûr, pour en arriver là, il faut qu'elles soient ce qu'on appelle faires. Donc pareil, ça a déjà été dit. Il faut qu'on puisse les retrouver. Il faut qu'on puisse y accéder. Il faut qu'on puisse les utiliser. Et bien sûr, il faut qu'elles soient interopérables. Là aussi, je pense qu'on peut dire que tous, on en est assez loin. Alors pour essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous concrètement, quand on part de la base, alors il y a des gens qui ont publié ça, donc ça c'est ce qu'ils appellent la pyramide des bases de données, et on va s'en servir un petit peu comme fil rouge pour essayer de comprendre quelle a été la démarche qui était la nôtre dans les différents projets, et ce vers quoi on peut essayer collectivement de tendre. Alors tout en haut de la pyramide, il y a ce qu'on appelle les données les publications avec données. Donc, c'est les données qui sont contenues et expliquées dans un article. Bon, typiquement, vous êtes habitué à ce type de tableau. Alors, Table 1, avec, par exemple, là, des âges C14. Donc là, c'est de la donnée, elle est intégrée dans l'article, il n'y a rien à dire, elle est complètement fair. Normalement. Après, il y a les données, tout ce qui est contenu dans les supplémentaires matériels.
Donc les données sont associées à l'article. On peut les trouver dans l'article ou dans les supplémentaires immatériels. Tout ça, c'est lié à la donnée publiée. Après, quand on va aller un petit peu plus loin, il y a les données de type collection de données et base de données structurées. Alors nous, dans notre communauté, une fois que les données sont publiées dans les articles, assez relativement souvent, si on a un peu de chance et que les gens sont un peu concernés, ils vont aller les verser dans un entrepôt de données. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de la place dans l'article pour mettre votre table de données avec vos milliers de points d'XRF et des choses comme ça. Alors là, vous allez utiliser, par exemple, Noah ou Pangea, qui sont en fait essentiellement des entrepôts de données. C'est-à-dire qu'on y balance un petit peu ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément très structuré. Et puis, vous avez aussi dans cette catégorie tout ce qui est publié dans des data journaux. Donc, c'est de la donnée qui est expliquée, mais qui n'a pas un but. Dans un data journal, vous publiez vos données et vous ne dites pas, avec ces données, je montre que. Vous dites, j'ai mesuré ces données, c'est très intéressant, quelqu'un va pouvoir s'en servir. Quand on descend encore dans les... Alors, oui, j'ai mis cet exemple-là parce que c'est intéressant, parce que quand c'est dans des entrepôts de données comme ça peut être réutilisé par des gens et donc intégré de manière plus ou moins automatique dans des métabases. Donc là, par exemple, c'est une initiative d'anglais. Ils se sont mis en tête de faire la base de données des carottes de lac anglaises. Puis ils se sont dit, tiens, tant qu'à faire, moi je sais qu'il y a une carotte là, tiens, je vais la mettre dedans. Bon, ça a quand même ses limites. Par exemple, j'ai découvert qu'il n'y avait que 3 carottes qui avaient été faites dans les Alpes, alors que ça fait 15 ans qu'on en fait à peu près une par semaine. Donc évidemment, c'est doute qu'il en manque. La seule carotte qui est dans le lac du Bourget, elle a été prélevée en 1994. Et puis celle-ci du lac d'Annecy, elle a été prélevée ici, alors que le lac d'Annecy, il est là. Bon, tout ça pour dire quoi ? Qu'évidemment, avec ce type d'approche, on ne va jamais arriver à être exhaustif, et surtout, on n'est absolument pas interopérable. Et finalement, ça mène pas très très loin. Décidément, ce truc. Voilà. Alors ensuite, on arrive... vous voyez que plus on descend, et plus ça concerne un grand nombre de jeux de données. Ici, on arrive dans les données brutes, et les données brutes et les jeux de données, ça, c'est compliqué. Parce que ça, c'est un peu ce qu'on a tous dans nos tiroirs, on va dire. Alors, pour être honnête, la plupart du temps, ça a cette allure-là à peu près. Voilà, donc on empile les dossiers. Il faut être tout à fait honnête, des fois, c'est un petit peu ça aussi. C'est quand même un petit peu l'écureuil qui cache ses petites noisettes. Comme ça, il est sûr que personne ne les mange. Le problème, c'est que le jour où l'écureuil meurt, les noisettes sont là et puis personne ne les mange. Et puis, quand même, des fois, c'est plutôt bien fait. Les gens mettent ça dans leurs ordinateurs, et voire même, il existe des laboratoires dans lesquels il y a un semblant de début de gestion de données commune. Mais en général, ce n'est pas très, très connecté, et donc on est encore très loin d'être findable, accessible, reusable. Alors nous, on a rajouté un échantillon, encore un truc à la base de ce triangle des données, c'est tout ce qui concerne les échantillons. Parce que quand même, à la base, nous, on travaille sur des échantillons. On travaille sur du concret, on travaille sur du palpable, on va dire. Alors, il existe des bases de données d'échantillons. En général, c'est des grands repositories qui ont des engagements de réutilisation, justement. Donc, par exemple, IODP, ICDP, LakeCore aux États-Unis. Donc, ils ont des engagements, on leur a donné de l'argent pour qu'ils montent des grandes carothèques, par exemple, et en échange, ils doivent les rendre accessibles. Donc eux, ils ont des grands catalogues pour qu'on puisse retrouver les informations. Mais ça concerne finalement une fraction de ce qui se fait en sciences. Et puis après, ça peut être remoçonné dans des grandes métabases, comme l'index des échantillons géologiques marins et lacustres. Et donc par exemple, ici, je vous ai mis donc cet index des échantillons marins et lacustres. Donc c'est trié, c'est organisé par ce qu'ils appellent repository. Donc c'est l'endroit où on est censé retrouver physiquement l'échantillon. Ici, c'est les échantillons de Woods Hole. Donc c'est un très gros labo américain d'océano. Alors, il y a la France dedans. Je vous le mets. Voilà, donc il y a une carotte dans le lac du Bourget, parce qu'on l'a mise l'année dernière. Donc voilà. Donc il faut qu'on trouve un moyen quand même d'être un petit peu plus présent dans ce genre de truc. Et ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, donc on va reprendre ce triangle en partant de la base pour voir un petit peu les expériences qu'on a pu réaliser et essayer de réfléchir ensemble à le degré de généricité de ces expériences et ce qu'on peut essayer de faire progresser dans ce domaine ensemble. Alors en ce qui concerne les échantillons, je vous disais qu'on pouvait faire mieux que ce 1 point du lac du Bourget. Donc dans le projet ClimCore, on a pu développer ce truc-là
qui est donc la cybercarothèque nationale, dans laquelle on a pu mettre des échantillons. Alors, on a eu des contributeurs importants. Ifremer, c'est une grosse partie de la contribution. Donc nous-mêmes, à IDITEM, Époque, et puis le Muséum d'histoire naturelle nous aussi nous a donné des données. Et donc on va pouvoir l'alimenter. Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a qu'on va avoir un portail dans lequel vous tous, vous allez pouvoir mettre des informations de type carotte. Pour le moment, c'est que des carottes. Et puis, c'est quelque chose qui est basé sur un modèle de données qui est commun au continent et à l'océan, ce qui, pour nous, dans le Quaternaire, peut être particulièrement intéressant. Donc, si vous voulez, au début, on avait fait la distinction continentale, marin, etc. Puis, on s'est rendu compte qu'en termes de qualité de la donnée et de qualité de l'échantillon, finalement, c'était strictement la même chose. Il n'y avait aucune raison de différencier les deux. Donc, on a un modèle de données qui est unique. Alors, comment est-ce qu'on alimente cette cybercarothèque ? Pour ce qui concerne les collections existantes, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ce qu'on appelle le legacy, ça a été dit tout à l'heure, ils trouvent un nom qui était pas mal en français. En fait, si votre base de données, si votre carothèque, vous savez ce qu'il y a dedans, vous êtes capable d'en fournir une liste, on doit pouvoir la rentrer dans le géoportail, dans le portail de la cybercarothèque. Pour ce qui est des carottes qui ne sont pas encore faites, donc on a développé, c'est pas la bonne version, si. On a développé une application de terrain qui nous permet de rentrer les informations directement sur le terrain. Donc vous pouvez être hors ligne, et quand vous êtes en ligne, et bien ensuite cette information va aller vers la cybercarothèque. Au passage, elle va vous retourner un identifiant unique, international, qui est le numéro IGSN. Donc on a choisi ça parce que c'est le seul standard pour les échantillons géologiques dans le monde. Et donc, toutes vos carottes qui passeraient par la cybercarothèque nationale obtiendraient un identifiant unique, ce qui peut être très pratique en ce qui concerne la traçabilité. Nagoya. Voilà. Bon, alors ce qu'on a voulu faire avec cet outil, c'est qu'il soit utile à l'opérateur. Bon, ceux qui carottent, ils voient tout de suite l'utilité de ça. L'idée, c'est de faire quand même des outils qui ne font pas perdre du temps, mais qui font gagner du temps à tout le monde. Voilà. Donc ensuite, vous avez votre opérateur de terrain, il fait sa carotte, il utilise la tablette, hop, ça part dans la cybercarothèque nationale. Donc il y a une traçabilité entre l'opérateur de terrain, le gestionnaire de la cybercarothèque, et ensuite la personne qui va gérer la carotte en local dans le repository, à l'endroit où elle est stockée. Et donc la gestion des échantillons, ici, elle est extrêmement importante. Actuellement, on teste une application qui s'appelle Collections, dans le cadre de notre projet avec les zones ateliers, qui est une application qui a été développée par IRSTEA et qui semble, pour le moment, être assez pratique. Après, vous pouvez utiliser n'importe quoi, c'est pas grave. Le tout, c'est de ranger correctement les choses. Donc, vous voyez qu'il y a une continuité de l'information entre les différents opérateurs et grâce aux identifiants uniques aussi, on garantit l'interopérabilité des informations. Quand on remonte dans le triangle, eh bien, il faut une gestion des données brutes. Et ça va se jouer au niveau de la plateforme d'analyse. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas vous mentir, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir un trou dans l'interopérabilité et éventuellement un trou dans la traçabilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser à un moment donné. Et pourquoi est-ce qu'il va falloir l'adresser ? Parce que quand on monte encore d'un cran, on va arriver sur la standardisation des données traitées, avec des projets internationaux qui existent, notamment celui dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Linked Paleodata, qui est un projet international en cours qui va fournir un standard. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'alimenter le standard ? Parce que nous, ce qu'on mesure, c'est, je sais pas moi, des comptages d'XRF, des nombres de molécules, etc. Et c'est certainement pas des températures ou des précipitations comme ce qui est ici dans le standard. Comment est-ce qu'on passe de là à là de manière standardisée ? C'est une grande question à laquelle aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre. Et puis quand on monte, encore, eh bien, il y a des données traitées. En fait, après, on va publier, hein, c'est quand même le but ultime. Et donc, vous voyez que si on est malin, ici, la traçabilité est conservée. Ici, l'interopérabilité est conservée si on utilise les standards internationaux. Et l'ANOA, maintenant, à partir du 1er mars, n'acceptera que des données qui seront au format LIPID. Donc, si vous aviez l'habitude de verser ANOA, soit vous ne versez plus ANOA, soit vous passez au format LIPID.
C'est pas très compliqué en fait, c'est simplement une façon de décrire sa donnée. Et donc de cette façon-là, ils vont imposer. Et puis après, vous allez publier, alors dans Quaternary Science Review ou dans PiffGadget, ça c'est votre choix personnel. Ce qu'on peut faire après, une fois que la donnée est publiée, c'est retravailler ces données ou les récupérer pour favoriser leur réutilisation. Ça, c'est l'objectif du projet qu'on développe dans les zones ateliers, qui s'appelle ROSA, Rétro-Observatoire des zones ateliers. Il m'en manque un bout. Bon, bah tant pis. Dans le Rétro-Observatoire des zones ateliers, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné un certain nombre de données, et non pas de métadonnées, qui sont indispensables pour réutiliser une carotte, un échantillon, un site. Et on va publier ces données. Donc on a un outil basé sur GeoOrchestra qui nous permet d'avoir un portail avec des outils pour retrouver l'ensemble des informations pour pouvoir favoriser la réutilisation. Pour le faire simplement, en 1992, j'ai fait une super carotte dans le lac du Bourget. En 2022, quelqu'un veut refaire une carotte au même endroit. Il n'a pas besoin de refaire toutes les datations, toute la sédimento, tout ce qui a déjà été fait. L'idée, c'est de pouvoir transposer de l'un à l'autre. Si les données sont bien rangées, on est capable d'y arriver. Si elles ne le sont pas, il faut tout recommencer. Je vous l'ai fait simple. Et puis donc, c'était le petit clin d'œil à la fin, et bien, au lieu de publier dans QSR ou dans PiffGadget, on publie dans Nature ou Science, voire on est cité dans le New York Times. Tout ça pour dire que la science qu'on va pouvoir faire en paléenvironnement dans les années à venir, elle va être modifiée par ces types d'approches, parce que derrière, il y a de la techno maintenant qui est disponible. Et donc le type de publication qu'on va faire, le type de science qu'on va produire, va sans doute être bouleversé par ces approches-là. Et comme ça a été dit par M. Dantea, ça serait un petit peu ballot de laisser passer le train. Voilà. Et je n'aurais toujours pas réussi à me servir de cet appareil. Donc, voilà, merci de votre attention. Merci Fabien. Compte tenu du retard par rapport au programme, on va prendre une question et après, d'après ce que j'ai compris, on va avoir une pause très rapide et la dernière présentation est remise après la pause. C'est pour pouvoir libérer le traiteur donc, qui est dehors. Oui, Fabien, tu nous montres une pyramide qui va depuis le terrain jusqu'à la publication, mais à quel moment, jusqu'à la publication, la propriété intellectuelle de la donnée est respectée dans la donnée brute, dans la métadonnée, parce que j'ai l'impression qu'on alimente les bases de données avant la publication dans le processus que tu montres. Non, parce qu'une donnée gérée, elle est partageable. Une donnée pas gérée n'est pas partageable. Donc elle est partageable tout le temps et partagée à la fin. Ah d'accord, partageable. Ouais. Tu vois la différence ? Oui, oui. Merci Fabien. Très vite. Voilà. Merci. Oui, non, je voulais juste faire un petit commentaire sur la gestion standardisée des données brutes, la ligne où tu as laissé une ligne blanche. C'est une énorme usine à gaz, cet élément du triangle. Là, je vois, ça fait 2 ans qu'on travaille uniquement sur les données littorales du Nord et du Pas-de-Calais, donc c'est une unité géographique très restreinte, de gestion commune des données paléo-environnementales et archéologiques. Et enfin, on essaye de trouver justement des fiches standardisées, mais ça reste excessivement complexe. Donc là, je suis très content de voir ce genre de choses apparaître ici, parce qu'on en est au balbutiement, c'est peut-être le 1% qui se développe. Mais le côté standardisé, à mon avis, semble difficile pour l'instant à suivre. Dans le privé, ça fait quand même assez longtemps qu'ils utilisent les systèmes d'information de laboratoire. Ils ont standardisé leurs données. Je suppose que vous êtes au courant de ce genre de choses. Nous, c'est vrai que comme les marqueurs, le but, c'est d'inventer toujours des nouveaux trucs. Donc évidemment, c'est difficile d'être standard quand on fait que des prototypes, quoi. C'est un peu le problème. Tous nos workflows sont des prototypes, en fait. Donc c'est assez difficile de les standardiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est confronté à ce problème-là. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire.